Hier matin, mon fils Julien m'a appelé, sa voix tremblante de panique. Maman, pourquoi toutes les cartes y sont bloquées? Ma belle-mère et moi, on n'a pas pu régler le déjeuner au restaurant. Les gens se moquent de nous. Son désespoir m'a rempli d'une satisfaction que je n'aurais jamais cru ressentir envers mon propre enfant. Mais pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, je dois vous raconter ce qui s'est passé la veille au soir, quand ma belle-fille Chloé a décidé de m'humilier devant toute la famille. J'ai 68 ans et depuis quelques années, depuis que je suis devenue veuve, je suis devenue le distributeur automatique personnel de mon fils et de sa femme. Chaque caprice, chaque envie, chaque dépense inutile sortait de mes économies. Mais hier, alors que je servais le café dans ma propre maison, Chloé s'est tournée vers ses amis, venus lui rendre visite, et a laissé échapper les mots qui allaient tout changer à jamais. Cette vieille femme ne sert qu'à payer nos factures. Mon fils Julien, au lieu de me défendre, a éclaté de rire comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Je suis restée là, cafetière à la main, les regardant se moquer de moi dans mon propre salon. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Elles tremblaient d'une rage froide que je n'avais jamais ressentie auparavant, car à cet instant, j'ai compris quelque chose que je refusais d'admettre depuis des années. Pour eux, je n'étais pas une mère, je n'étais pas une belle-mère, je n'étais même pas une personne, j'étais simplement un compte bancaire avec des jambes. Pendant 10 ans, j'ai été leur planche de salut financière. Quand Julien a perdu son poste de commercial, j'ai payé son loyer pendant 8 mois. 750 € par mois qui sortirent de ma pension sans qu'il lève le petit doigt pour chercher un vrai travail. Quand Chloé a voulu refaire toute sa garde-robe parce qu'elle devait avoir l'air professionnel, c'était 2 800 € sur ma carte de crédit. Quand ils ont voulu partir en vacances à Saint-Tropez parce qu'ils le méritaient après tant de stress, 4 500 € de plus ont disparu de mes économies. Ils ne m'ont jamais invité à ces vacances. Bien sûr, j'étais assez bien pour payer, pas pour les accompagner. C'est un voyage romantique, maman, me disait Julien chaque fois que je faisais allusion au fait que j'aimerais voir la Méditerranée. Tu comprends, n'est-ce pas? Et moi, comme l'idiote que j'ai été pendant des années, je comprenais toujours. Toujours je payais, toujours je me taisais, pendant qu'ils vivèrent la vie que je finançais. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 3 mois, quand Chloé a décidé qu'elle avait besoin d'une nouvelle voiture. Celle qu'on a devient trop vieille, Marguerite, m'a-t-elle dit de cette voix doucereuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. En plus, si on va avoir des enfants bientôt, il nous faut quelque chose de plus sûr. Un apport de 14 000 euros. 14 000 € qui représentaient 2 ans de mes économies. Mais je les ai payés comme toujours, parce que c'était pour le bien de la famille. Mais hier, après avoir entendu ces mots venimeux, après avoir vu mon propre fils rire de moi, quelque chose dans mon cœur a changé à jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas de tristesse, mais d'une clarté qui brûlait en moi. Je me suis levée à 3 heures du matin, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à prendre les décisions que j'aurais dû prendre depuis des années. D'abord, j'ai annulé toutes les cartes supplémentaires qu'ils avaient à mon nom, chacune des 5 cartes qu'ils utilisaient comme si elles étaient les leurs. Ensuite, j'ai fermé le compte d'épargne commun où je déposais de l'argent chaque mois pour des urgences qui n'étaient jamais de vraies urgences, mais plutôt des additions dans des restaurants chics et des vêtements de créateurs. J'ai également changé tous les mots de passe de mes comptes bancaires et retiré leur nom de mes virements automatiques. À 6 heures du matin, quand j'ai eu terminé, je me suis servi un café et je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Je savais que bientôt mon téléphone sonnerait et qu'au bout du fil serait mon fils désespéré, humilié, exigeant une explication. Et j'étais prête à lui en donner une. Le téléphone a sonné à exactement 9h15 du matin. J'étais assise dans ma cuisine, profitant de mon deuxième café de la journée quand j'ai vu le nom de Julien apparaître sur l'écran. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé sonner 3 fois de plus pendant que je savourais un moment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Quand j'ai finalement décroché, sa voix était désespérée, presque hystérique. Maman, pourquoi toutes les cartes sont refusées? Je suis là au jardin d'essence avec la mère de Chloé. On voulait déjeuner et fêter son anniversaire, mais aucune carte ne fonctionne. C'est humiliant. Les gens nous regardent. Le serveur s'impatiente et je n'ai pas assez de liquide pour régler une note de 180 €. Qu'est-ce qui se passe? L'ironie était délicieuse. Ils avaient choisi le jardin d'essence, le restaurant le plus cher de la ville, pour impressionner la mère de Chloé. Le même endroit où je n'avais jamais été invitée, malgré le fait que j'avais payé des dîners de famille là-bas pendant des années, quand ils y allaient sans moi. Maintenant, ils étaient là, entourés de la haute société qu'ils désiraient tant impressionner, et ils ne pouvaient même pas payer un seul plat. Bonjour Julien, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Les cartes sont annulées parce que j'ai décidé que je ne financerai plus votre train de vie. Quoi? Tu es devenue folle? On est en public. La mère de Chloé est là. Comment je vais expliquer que ma propre mère m'a laissé tomber? C'est ridicule. Ce qui est ridicule, mon fils, c'était de t'entendre rire hier quand ta femme a dit que je ne servais qu'à payer vos factures. Ce qui est ridicule, c'est de réaliser que pendant 10 ans, j'ai été traitée comme un distributeur automatique au lieu de ta mère.
Il y a eu un long silence à l'autre bout. J'entendais des voix en arrière-plan, probablement Chloé et sa mère se demandant ce qui se passait. Le serveur devait attendre le paiement et les autres convives commençaient sans doute à remarquer la situation gênante. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. On peut en parler plus tard, mais j'ai besoin que tu réactives les cartes. Juste pour aujourd'hui, je te promets. Je l'ai coupé. Plus de promesses, Julien. Plus de juste pour aujourd'hui. Pendant 10 ans, j'ai entendu les mêmes promesses. Pendant 10 ans, j'ai été votre solution facile pour tout. Mais hier, j'ai appris quelque chose d'important. Vous ne me respectez pas. Vous ne m'appréciez pas. Et vous ne m'aimez certainement pas comme je vous ai aimé. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'on t'aime. Chloé plaisantait. Tu sais comment elle est. Je sais exactement comment elle est, Julien. Et je sais exactement comment tu es. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je l'entendais respirer bruyamment. J'imaginais que la situation au restaurant devenait de plus en plus tendue à chaque minute qui passait. Sa belle-mère avait probablement remarqué que quelque chose n'allait pas, que la carte Gold qu'il utilisait toujours pour impressionner ne fonctionnait pas. Maman, s'il te plaît, on ne peut pas rester planté là. Tu veux qu'on fasse quoi? Faire la plonge? Appeler la police? C'est une humiliation. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti pendant des années, ai-je répondu. La différence, c'est que tu as 35 ans et que tu devrais être capable de résoudre tes propres problèmes. Tu es malade? Tu te sens bien? Ce n'est pas toi, ça, maman. Tu n'as jamais été aussi cruelle. Cruelle. Ce mot m'a frappé comme une gifle. J'étais cruelle après des années de sacrifice, de me priver de choses que je voulais pour leur donner tout ce qu'ils demandaient, après avoir travaillé jusqu'à mes 65 ans pour m'assurer qu'ils auraient un héritage décent, après avoir été laissée seule chaque Noël pendant qu'ils voyageaient avec mes cadeaux d'argent. Cruel, c'était de rire de moi hier, ai-je dit avec une froideur que je ne me connaissais pas. Cruel, c'était de me traiter comme si j'étais invisible pendant des années, sauf quand vous aviez besoin d'argent. Cruel, c'était de me faire sentir que ma seule valeur en tant que mère et en tant que personne était mon compte en banque. Maman, Chloé ne le pensait pas comme ça. Chloé a dit exactement ce qu'elle y pensait, et tu étais d'accord avec elle. Vous avez tous les deux été très clairs sur ma place dans vos vies. J'entendais des voix plus fortes en arrière-plan. Chloé demandant ce qui se passait, sa mère faisant des commentaires que je ne pouvais pas tout à fait distinguer, mais qui semblaient agacés. Le serveur avait probablement déjà apporté l'addition et attendait avec cette patience forcée qu'ils utilisent quand ils savent qu'il y a un problème. Écoute, maman, je comprends que tu sois contrariée, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. On peut s'asseoir et parler comme des adultes, mais là, tout de suite, j'ai besoin que tu m'aides. Juste cette fois encore, et après, on pourra changer les choses. Juste cette fois encore. J'ai ri et mon propre rire sonnait étrange, amer. Tu sais combien de fois j'ai entendu cette phrase? Tu sais combien de dernières fois j'ai financé au cours des 10 dernières années? Mais maman, non Julien, pas cette fois. Cette fois, tu vas devoir trouver une autre solution. Tu as un travail, tu as des amis, tu as une belle famille. Débrouille-toi. Comment on va expliquer à la mère de Chloé que ma propre mère m'a abandonnée dans un restaurant? Comment je vais faire face aux gens qui nous connaissent? Tout le monde va en parler. Et voilà, la vérité nue. Il ne s'inquiétait pas de réparer notre relation. Il ne réfléchissait pas à la façon dont il m'avait traité. Il ne se souciait que de son image, de sa réputation, de ce que les gens penseraient, comme toujours. C'est ton problème à résoudre, mon fils. Pendant des années, je me suis inquiétée de ton image, de ton confort, de ton bonheur. Maintenant, il est temps que je m'inquiète des miens. Tu ne peux pas faire ça. Tu es ma mère? Exactement. Je suis ta mère, pas ton employé. Je suis ta mère, pas ta banque personnelle. Je suis ta mère, pas ta bouée de sauvetage financière. Et en tant que ta mère, j'aurais dû t'apprendre il y a des années à te tenir debout sur tes propres jambes. Il y a eu un autre silence, plus long. Cette fois, je pouvais sentir son désespoir à travers le téléphone. Il faisait probablement des calculs mentaux, pensant à qui il pourrait appeler, comment il pourrait sortir de cette situation sans perdre complètement la face. Maman, s'il te plaît, Chloé pleure. Sa mère demande quel genre de famille on est. Le serveur nous a déjà demandé 3 fois si tout allait bien. S'il te plaît, aie pitié. Pitié. Un autre mot qui m'a fait trembler. Où était leur pitié quand je restais éveillée tard à calculer comment payer leurs dépenses en plus des miennes? Où était leur compassion quand je me privais d'acheter de nouveaux vêtements pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs caprices? La pitié se gagne sur des années, Julien, et vous deux l'avez perdue hier. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur ou de tristesse. Elles tremblaient d'adrénaline, d'un sentiment de pouvoir que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Pour la première fois depuis des années, j'avais fait passer mes propres besoins en premier. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. Pendant les 30 minutes suivantes, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'abord, c'était Julien encore, puis Chloé, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, que je supposais appartenir à la mère de Chloé. Chaque appel que je rejetais me donnait plus de force, plus de conviction que je faisais la bonne chose. Je me suis servi un autre café et je me suis assise sur ma terrasse, profitant du silence qui m'avait tant manqué. Mais le calme n'a pas duré longtemps.
À 11 heures du matin, j'ai entendu le son caractéristique de la voiture de Julien se garer dans mon allée. La voiture que j'avais aidé à payer, bien sûr. Deux portières ont claqué et j'ai entendu des pas pressés se diriger vers ma porte d'entrée. Les coups ont commencé immédiatement, forts et insistants. Maman, ouvre la porte, il faut qu'on parle. La voix de Julien sonnait différente maintenant, plus désespérée, mais aussi plus agressive. Je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise sur ma terrasse arrière, invisible depuis l'entrée principale, regardant les oiseaux visiter la mangeoire que j'avais installée l'année dernière. C'était drôle comme les petits plaisirs de la vie prenaient un nouveau sens quand on avait enfin la tranquillité d'esprit pour en profiter. Marguerite! C'était maintenant la voix de Chloé, aiguë et exigeante. On sait que tu es là. Arrête de faire l'enfant et viens nous affronter. Nous affronter comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal, comme si j'étais celle qui devait des explications après des années d'abus financiers et émotionnels. L'ironie était si absurde que j'ai failli rire. Les coups se sont intensifiés. Je pouvais entendre qu'ils utilisaient leurs pieds maintenant, pas seulement leurs poings. Ma porte d'entrée, la porte en chêne que mon défunt mari avait installée avec tant de soin, était martelée comme si c'était l'entrée d'un bar clandestin. C'est ridicule, a crié Chloé. Tu nous as fait passer pour des mendiants devant tout le monde. La mère de Julien a dû payer notre déjeuner. Une femme de 70 ans a dû sortir de l'argent de son sac parce que sa belle-fille est une folle. Ah, voilà ce qui s'était passé. La mère de Chloé avait dû les sauver. J'ai imaginé la scène. Julien transpirant à grosses gouttes en essayant d'expliquer pourquoi aucune de ses cartes ne fonctionnait. Chloé inventant des excuses pathétiques. Et finalement, la vieille dame devant sauver la mise. L'humiliation devait avoir été exquise. Maman, s'il te plaît. La voix de Julien semblait au bord des larmes. Les gens parlent déjà. Tout le monde au restaurant nous regardait. Certains ont même sorti leur téléphone. Ça va être partout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Bien sûr, c'était leur plus grande préoccupation. Pas le fait qu'ils avaient blessé leur mère, pas la reconnaissance qu'ils avaient franchi une ligne. Ils ne se souciaient que de leur image publique, de leur réputation dans ces cercles sociaux où ils aimaient étaler le train de vie que je finançais. Les coups se sont arrêtés un moment, mais je pouvais entendre leur voix argumenter en chuchotements furieux. Ils décidaient probablement de leur prochaine stratégie. Je connaissais assez bien Chloé pour savoir qu'elle avait un arsenal complet de manipulation émotionnelle. Et Julien avait bien appris d'elle au fil des ans. Marguerite. La voix de Chloé avait complètement changé de ton. Maintenant, elle sonnait douce, presque sucrée. Je sais que tu es contrariée et tu as tous les droits de l'être. Peut-être que ce que j'ai dit hier a mal sonné, mais tu sais que je ne le pensais pas. Je plaisantais juste avec mes amis. Tu sais comment on est, nous les femmes, quand on se retrouve. Parfois j'en dis des choses sans réfléchir. C'était fascinant d'entendre comment elle pouvait changer de personnalité en quelques secondes. De la femme furieuse qui criait et donnait des coups de pied dans ma porte, elle s'était maintenant transformée en belle fille compréhensive qui n'avait fait qu'une petite erreur de communication. Maman. C'était maintenant Julien qui avait adopté le ton doux. Je comprends qu'on t'ait blessé. Chloé m'a expliqué ce qui s'est passé hier, et tu as raison d'être contrariée. Mais refuser les cartes ne résout rien, ça ne fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Pour tout le monde, pas pour moi bien sûr. Pour eux, pour leur confort, pour leur train de vie. Mon bien-être émotionnel n'entrait toujours pas dans l'équation. S'il te plaît, maman, on peut arranger ça, on peut changer les choses. La voix de Julien s'est cassée légèrement. Mais j'ai besoin que tu réactives les cartes aujourd'hui. J'ai des factures à payer. L'assurance auto arrive à échéance demain. Et Chloé a des rendez-vous médicaux cette semaine. On ne peut pas se retrouver sans argent du jour au lendemain. Sans argent. Comme si c'était leur argent. Comme si j'étais responsable de leur assurance, de leurs rendez-vous médicaux, de leurs dépenses d'adultes indépendants. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté cristalline qu'ils ne voyaient vraiment pas la différence entre mon argent et le leur. Dans leur esprit, mes économies étaient une ressource familiale, pas le résultat de décennies de travail et de sacrifices d'une femme qui avait déjà payé son dû dans la vie. Marguerite, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Chloé avait encore changé de stratégie. Maintenant sa voix sonnait inquiète, presque maternelle. Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils apprennent que tu as coupé les vivres à ton propre fils? Qu'est-ce qu'on dira à l'église? Qu'est-ce que la famille pensera? L'église? La famille. C'était toujours pareil avec elle, utiliser ma réputation, mes relations, mon image comme levier émotionnel. Comme si ma valeur en tant que personne dépendait de ce que les autres pensaient. Comme si ma dignité était moins importante que l'opinion de gens qui ne savaient probablement même pas comment ils me traitaient dans l'intimité de notre famille. Écoute, maman. Julien avait adopté un ton plus sérieux, plus adulte. Je comprends que tu veuilles qu'on change certaines choses. On peut parler de limites, de comment mieux gérer les finances familiales, mais ce n'est pas la façon, c'est de la manipulation émotionnelle. Manipulation émotionnelle. Les mots résonnèrent dans ma tête comme une gifle.
J'étais en train de faire de la manipulation émotionnelle après des années de chantage subtil, de me faire sentir coupable chaque fois que j'hésitais à leur donner de l'argent, d'utiliser mon amour maternel pour vider mon compte en banque. La projection était si évidente que j'ai failli rire. Les coups ont recommencé, mais maintenant plus espacés, moins agressifs. Ils réaliseront que la stratégie de la force brute ne fonctionnait pas. Je pouvais les entendre s'éloigner de la porte, marchant probablement autour de la maison pour voir s'ils pouvaient me repérer par une fenêtre. Marguerite, a crié Chloé depuis ce qui semblait être ma fenêtre latérale. On a vu ton ombre, on sait que tu es là. Arrête de te cacher comme une lâche. Lâche. Voilà la vraie Chloé qui revenait, celle qui émergeait quand les douces manipulations échouaient, la femme qui m'avait appelée cette vieille femme la veille, qui avait transformé ma générosité en raison de moquerie, qui avait entraîné mon fils à me voir comme une ressource au lieu d'une personne. Je me suis levée de ma chaise et j'ai marché lentement vers la fenêtre d'où elle avait crié. J'ai tiré le rideau juste assez pour qu'elle me voie, et nos yeux se sont rencontrés à travers la vitre. Son expression a immédiatement changé de la fureur au soulagement, puis à ce faux sourire que je connaissais si bien. Te voilà, s'est-elle exclamée, comme si elle venait de retrouver un enfant perdu. Allez, viens ouvrir la porte et parlons comme une famille. Je l'ai regardée directement dans les yeux pendant un long moment, ressentant un calme étrange. Puis, très lentement, j'ai refermé le rideau. J'ai entendu son cri de frustration, suivi de plus de coups sur la fenêtre. Mais cette fois, je n'ai pas bronché. Je suis retournée sur ma terrasse et me suis assise à nouveau. Le téléphone s'est immédiatement mis à sonner, mais je l'ai mis en mode silencieux. Pour la première fois depuis des années, ma maison était vraiment la mienne. Les cris et les coups ont continué pendant encore 1 heure, mais ils ont progressivement perdu en intensité. Depuis ma terrasse arrière, je pouvais entendre des fragments de leurs conversations frustrées, leurs plans désespérés pour me faire changer d'avis. Chloé a suggéré d'appeler un serrurier pour forcer la porte, mais Julien lui a rappelé que ce serait une effraction. Même dans leur désespoir, ils ne voulaient pas risquer de vrais ennuis judiciaires. Finalement, j'ai entendu les portières de la voiture claquer et le moteur démarrer. Mais je savais que c'était loin d'être terminé. Je connaissais assez bien Chloé pour savoir qu'elle planifiait déjà son prochain mouvement. Probablement quelque chose de plus élaboré, de plus émotionnel. Je ne me trompais pas. À 15 heures, mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros inconnus. D'abord, c'était la mère de Chloé, sa voix polie mais ferme. Marguerite, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu. Chloé m'a raconté ce qui s'est passé, et je suis sûre qu'on peut résoudre ça entre adultes civilisés. J'ai raccroché sans répondre, puis c'était ma sœur Isabelle, qui vit dans une autre région et avait de toute évidence reçu une version fortement éditée des événements. Marguerite? Julien m'a appelé, très inquiet. Il dit que tu agis bizarrement et que tu les as laissés en plan dans un restaurant. Ça va? Tu te sens malade? Je vais parfaitement bien, Isabelle. Mieux que jamais, en fait. Mais je ne comprends pas. Julien dit que tu as annulé toutes leurs cartes sans prévenir. Ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été si généreuse avec ta famille. C'était peut-être le problème, ai-je dit. Peut-être que j'ai été trop généreuse pendant trop longtemps. Mais Marguerite, c'est ta famille. Chloé dit que tu les punis pour une blague innocente. Vous pouvez sûrement vous asseoir et en discuter. Une blague innocente. C'était impressionnant de voir comment Chloé avait réussi à réécrire l'histoire en quelques heures seulement. Ce qui avait été une humiliation cruelle devant des invités était maintenant devenu une blague innocente que j'avais mal interprétée parce que j'étais trop sensible. Isabelle, as-tu déjà eu l'impression d'être un distributeur automatique pour tes enfants? Ai-je demandé directement. Quoi? Non, pourquoi tu me demandes ça? Parce que c'est exactement ce que je suis pour Julien et Chloé. Et hier, je l'ai finalement réalisé. Marguerite, tu exagères. Les parents aident toujours leurs enfants. C'est normal. Est-ce normal de payer le loyer de ton fils adulte pendant des années? Est-ce normal de financer leurs vacances pendant que tu restes seule à la maison? Est-ce normal qu'ils se moquent de toi pour être généreuse? Isabelle est restée silencieuse un moment. Bon, peut-être qu'ils ont un peu profité de ta générosité, mais tout couper d'un coup semble très drastique. Tu sais ce qui est drastique, Isabelle? Travailler jusqu'à 65 ans pour assurer un héritage décent à ton fils, pour découvrir qu'il le dépense déjà pendant que tu es encore en vie. Après cette conversation, j'ai décidé de débrancher le téléphone fixe. J'ai mis mon portable en mode avion. J'avais besoin de silence pour traiter tout ce que je ressentais, pour planifier mes prochaines étapes. Ce soir-là, en préparant mon dîner pour moi-même, pour la première fois depuis des mois sans l'anxiété d'attendre des appels demandant de l'argent, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais pas coupable. Toute ma vie, j'avais été entraînée à me sentir coupable quand je ne répondais pas aux besoins des autres, surtout de ma famille. Mais cette fois, cette culpabilité familière n'était pas là. Au lieu de ça, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, une clarté mentale. C'était comme si j'avais vécu dans un brouillard émotionnel et que je pouvais enfin voir clairement. Chaque décision que j'avais prise au cours des 10 dernières années défilait dans mon esprit comme un film, et je pouvais voir des schémas que je n'avais pas voulu reconnaître auparavant.
Le cycle était toujours le même. Julien ou Chloé m'approchèrent avec un problème financier temporaire. Je résistais d'abord. Ils appliquaient une pression émotionnelle. C'est juste cette fois, on est désespéré. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je cédais. Ils résolvirent leurs problèmes immédiats. Et quelques semaines plus tard, un nouveau problème temporaire apparaissait. Il n'y avait jamais de vrai plan de remboursement, jamais une reconnaissance sincère de mon sacrifice, et certainement jamais une invitation à partager les bénéfices de ma propre générosité. Je payais pour leurs vacances, mais n'étais pas invitée. Je finançais leurs dîners dans des restaurants chics, mais mangeais seule à la maison. Je couvrais leurs dépenses médicales, mais personne ne demandait de mes nouvelles santé. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à mon bureau, où je gardais tous mes documents financiers. Il était temps de faire les vrais calculs, de comprendre exactement combien j'avais dépensé pour eux au fil des années. J'ai sorti mes relevés bancaires des 5 dernières années et j'ai commencé à calculer. Le chiffre était dévastateur. 80 000 euros. 80 000 euros en 5 ans. Ça ne comptait même pas les années précédentes, où je ne gardais pas des relevés aussi détaillés. C'était plus de la moitié de ma pension totale, plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 2 ans de travail. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas le montant d'argent. C'était de réaliser qu'en échange de ces 80 000 euros, j'avais reçu des moqueries, de l'indifférence et le traitement d'être vu comme une obligation plutôt qu'une bénédiction. En révisant les chiffres, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait trembler de rage. Ils avaient utilisé une de mes cartes pour des services de streaming premium, des abonnements de gym coûteux et des magazines dont je ne connaissais même pas l'existence. De petits frais mensuels qui s'additionnaient à des centaines d'euros par an. De l'argent qui sortait automatiquement de mon compte pour payer des luxes dont je ne profitais jamais. Cette nuit-là, j'ai pris une autre décision importante. J'ai sorti mon testament du classeur et je l'ai lu attentivement. J'avais rédigé ce document il y a 5 ans, quand je croyais encore que j'assurais l'avenir d'une famille aimante et reconnaissante. Julien était l'unique bénéficiaire de tout. La maison, les comptes d'épargne, les investissements, tout. Mais maintenant, je voyais ce testament avec des yeux différents. Pourquoi laisserais-je tout mon patrimoine à quelqu'un qui en avait déjà dépensé plus de la moitié pendant que j'étais encore en vie? Pourquoi récompenser quelqu'un avec un héritage qui m'avait traité comme une ressource au lieu d'une mère? J'ai décidé que le lendemain, j'appellerais mon avocat pour prendre rendez-vous. Il était temps de faire des changements significatifs dans mes plans successoraux. Si Julien voulait me traiter comme une banque, alors il devrait se contenter des intérêts, pas du capital. Je me suis couchée cette nuit-là avec un sentiment étrange, mais libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris des décisions basées uniquement sur mon propre bien-être. Pour la première fois depuis des années, je ne restais pas éveillée à m'inquiéter des problèmes financiers d'autres adultes. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain, je me suis réveillée avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était vendredi, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais des projets qui n'impliquaient pas de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. D'abord, j'allais appeler mon avocat. Ensuite, j'irai à la banque pour faire quelques changements supplémentaires. Et peut-être, juste peut-être, j'allais m'acheter quelque chose de joli avec l'argent que j'aurais normalement dépensé pour les caprices de quelqu'un d'autre. J'ai rebranché le téléphone fixe pendant que je préparais mon petit déjeuner. Comme prévu, j'avais 14 messages sur le répondeur. Je les ai écoutés en buvant mon café et chacun confirmait que j'avais pris la bonne décision. Message 1. Chloé avec une voix larmoyante. Marguerite, c'est Chloé. Je sais que tu es contrariée, mais s'il te plaît, pense à ce que tu fais. Julien n'a pas dormi de la nuit. Il est tellement inquiet pour toi. S'il te plaît, appelle-nous. Message 2. Julien, l'air désespéré. Maman, j'ai besoin de te parler. Je suis allée à la banque ce matin et ils m'ont dit que tu avais fermé le compte où tu déposais de l'argent pour nos urgences. Pourquoi tu ferais ça? Ce compte était pour nous deux. C'était fascinant de voir comment il continuait à parler de mon argent comme d'une autre. Ce compte n'avait jamais été pour nous deux. C'était mon argent que je déposais pour leurs soi-disant urgences, qui s'avéraient invariablement être des vacances, des vêtements chers ou des restaurants. Message 3, Isabelle encore. Marguerite, Julien m'a rappelé. Il dit que tu as aussi fermé un compte d'épargne. Tu es sûre de ce que tu fais? Tu ne penses pas que tu es un peu radical? Les messages suivants suivirent le même schéma. Inquiétude feinte, remise en question de ma santé mentale, et des s'il te plaît déguisés en conseils fraternels. Mais le message numéro 11 a attiré mon attention. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais la voix était familière. Madame Beaumont, c'est Laurent, le cousin du mari de Chloé. Écoutez, je sais qu'on ne se connaît pas bien, mais Chloé m'a demandé de vous appeler. Elle est très inquiète parce qu'elle dit que vous agissez très bizarrement. En tant qu'homme, je pense que parfois les femmes compliquent les choses plus que nécessaire. Pourquoi ne pas simplement pardonner et oublier? La famille, c'est le plus important. La famille, c'est le plus important. Quelle philosophie commode quand il s'agit de maintenir un statu quo qui les avantage. Je me demandais si Laurent serait aussi disposé à pardonner et oublier si quelqu'un se moquait de lui devant sa famille, tout en vidant son compte en banque. À 9 heures précises, j'ai appelé le cabinet d'avocats où j'avais fait mon testament. La secrétaire m'a dit que Maître Rousseau avait eu une annulation et pouvait me recevoir le jour même à 14 heures.
Parfait. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur pour revoir tous mes comptes et faire quelques changements de sécurité supplémentaires. Je voulais également m'assurer que Julien n'avait accès à aucune information concernant mes finances. Alors que je me préparais à sortir, la sonnette a retenti. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était Julien et Chloé encore. Mais quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu ma voisine Sylvie sur le perron. Sylvie était une femme de 62 ans qui était devenue veuve il y a 2 ans, et nous bavardions occasionnellement par-dessus la clôture du jardin. Elle n'était jamais venue me rendre visite formellement auparavant. Bonjour Marguerite, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. J'espère que je ne te dérange pas, mais j'ai entendu beaucoup de bruit et de cris hier. Et je voulais m'assurer que tu allais bien. Je l'ai invitée à entrer et lui ai servi un café. C'était rafraîchissant d'avoir quelqu'un dans ma maison qui n'était pas là pour me demander de l'argent ou me manipuler. Émotionnellement, tout va bien a-t-elle demandé avec une inquiétude sincère. Hier, j'ai vu ton fils et sa femme ici pendant des heures, à crier et cogner à la porte. J'étais sur le point d'appeler la police. Je lui ai raconté toute l'histoire, pas les détails intimes, mais assez pour qu'elle comprenne la situation. Sylvie a écouté sans m'interrompre, hochant occasionnellement la tête avec des expressions de compréhension. Marguerite, a-t-elle dit quand j'ai terminé, je dois te confesser quelque chose. Pendant des années, j'ai observé comment ils te traitent quand ils viennent te rendre visite. Je les ai vus arriver dans des voitures neuves, habillés de vêtements chers, parlant sur les derniers téléphones. Pendant ce temps, toi, tu conduis toujours la même voiture d'il y a 10 ans et tu fais tes courses dans les magasins discount. Ces mots m'ont frappée parce que c'était une confirmation externe de quelque chose que je refusais d'admettre intérieurement. D'autres pouvaient voir l'évidence que je refusais de reconnaître. Mais ce qui m'a le plus marqué, a continué Sylvie, c'est que je ne les ai jamais vus faire quoi que ce soit pour toi. Je ne les ai jamais vus t'aider avec tes courses, réparer quelque chose dans ta maison ou simplement te rendre visite sans que ce soit pour demander quelque chose. C'est si évident ai-je demandé, ressentant un mélange de honte et de soulagement. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, oui. Mais je comprends pourquoi tu ne pouvais pas le voir. Quand on est mère, on veut toujours croire le meilleur de ses enfants. Sylvie est restée encore 1 heure, et notre conversation a été la plus honnête et libératrice que j'avais eue depuis des mois. Elle m'a raconté ses propres expériences avec des enfants adultes qui s'attendaient à ce qu'elle résolve tous leurs problèmes et comment elle avait appris à établir des limites après être devenue veuve. Tu sais ce qui m'a le plus aidée a-t-elle dit avant de partir. Réaliser qu'être une bonne mère ne signifie pas être une martyre. Tu peux aimer tes enfants sans sacrifier ta dignité pour eux. Ces mots ont résonné dans mon esprit tout le chemin jusqu'à la banque. Dans le bureau du directeur, nous avons examiné tous mes comptes et mis en place de nouvelles mesures de sécurité. J'ai changé tous les mots de passe, ajouté une authentification à 2 facteurs et m'assuré que moi seule avais accès à toute information financière. Madame Beaumont, a dit le directeur en traitant les changements, puis-je vous demander pourquoi ces changements drastiques? Avez-vous des préoccupations de sécurité spécifiques? Disons simplement que je réalise enfin que mon plus grand risque de sécurité financière vit dans ma propre famille, ai-je répondu. Le directeur a hoché la tête avec compréhension. C'est plus courant que vous ne le pensez. Madame, nous voyons beaucoup de cas d'adultes âgés exploités financièrement par des proches. Vous avez fait ce qu'il fallait en vous protégeant. Après la banque, je suis allée déjeuner seule dans un petit restaurant chaleureux que j'avais toujours voulu essayer, mais dont je ne m'étais jamais permis le luxe. J'ai commandé le plat le plus cher du menu, un verre de vin et un dessert. L'addition totale était de 42 euros, moins que ce que Julien et Chloé dépensaient pour un seul tour de boisson lors de leur sortie nocturne. En savourant mon déjeuner, j'ai réalisé quelque chose d'important. Cela faisait des années que je n'avais pas apprécié un repas sans l'anxiété constante de calculer combien ça me coûtait. Combien je pourrais devoir mettre de côté pour la prochaine urgence de Julien, ou si je pouvais me permettre ce petit plaisir personnel. Pour la première fois depuis des années, je mangeais avec un vrai appétit et du plaisir. Le rendez-vous avec Maître Rousseau, l'avocat, a été révélateur de manières auxquelles je ne m'attendais pas. Quand j'ai expliqué la situation et mon désir de modifier mon testament, il n'a montré aucune surprise. En fait, il m'a dit que des cas comme le mien étaient plus fréquents que je ne l'imaginais. Madame Beaumont, a-t-il dit en examinant mon testament actuel, je vois que nous avons rédigé ce document il y a 5 ans. À l'époque, vous avez désigné tout votre patrimoine à votre fils, Julien. Êtes-vous sûr de vouloir faire des changements significatifs? Complètement sûr, ai-je répondu. Au cours de ces 5 années, j'ai vu le vrai caractère de mon fils. Il a montré qu'il ne valorisait pas ma générosité. Et franchement, il a déjà dépensé plus de la moitié de son héritage pendant que je suis encore en vie. L'avocat a pris des notes pendant que je détaillais les 80 000 euros que j'avais documentés, sans compter les années précédentes. Ses sourcils se sont levés légèrement quand j'ai mentionné le chiffre. Je comprends votre position, a-t-il dit. Quel genre de changement envisagez-vous?
Je veux diviser mon patrimoine. Une partie pour des organisations caritatives qui aident vraiment les gens dans le besoin, pas des adultes capricieux. Une autre partie pour ma sœur Isabelle, qui a toujours été indépendante et ne m'a jamais rien demandé. Et pour Julien, j'ai fait une pause. Pour Julien, juste assez pour montrer que je ne l'ai pas déshérité par méchanceté, mais pas assez pour qu'il continue à vivre sans travailler. Vous pensez à un pourcentage spécifique? 50% pour la charité, 30% pour ma sœur et 20% pour Julien, avec la condition qu'il ne puisse recevoir sa part que s'il démontre une année complète d'indépendance financière totale. L'avocat a souri légèrement. Cette dernière condition est intéressante et complètement légale. Vous êtes essentiellement en train d'inciter à la responsabilité personnelle. J'ai quitté le cabinet d'avocat en ressentant une profonde satisfaction. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris des décisions concernant mon avenir qui reflétaient mes vraies valeurs, pas mes peurs ou ma culpabilité maternelle. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une voiture inconnue dans mon allée. Une femme plus âgée, élégamment habillée, se tenait sur mon perron. C'était Véronique, la mère de Chloé. Marguerite, a-t-elle dit avec un sourire forcé quand elle m'a vue arriver. Bien que tu sois là, nous devons avoir une conversation de femme à femme. Je l'ai invitée à entrer, plus par curiosité que par politesse. Je voulais entendre quelle version des événements cette femme avait reçue. Écoute, ma chère, a commencé Véronique une fois que nous étions assises. Je sais qu'il y a eu un malentendu hier entre toi et les enfants. Chloé m'a tout raconté et franchement, je pense que tu exagères la situation. J'exagère ai-je demandé. Eh bien, oui. Chloé dit qu'elle a fait un commentaire que tu as mal interprété et maintenant tu as pris des mesures très drastiques. Annuler les cartes de crédit de ton propre fils. Ça semble une réaction très extrême pour une simple plaisanterie entre femmes. Une simple plaisanterie entre femmes. C'était impressionnant de voir comment le récit avait évolué. Maintenant, ce n'était pas seulement une blague innocente, mais c'était aussi ma faute de ne pas avoir le sens de l'humour. Véronique, ai-je dit calmement, donnez-vous à votre fille des cartes de crédit illimitées? Non, mais payez-vous le loyer de votre fille adulte? Non, mais c'est différent. Financez-vous les vacances de votre fille pendant que vous restez seule à la maison? Véronique s'est agitée inconfortablement dans sa chaise. Marguerite, chaque famille gère ses finances différemment. Exactement. Et j'ai décidé de gérer les miennes différemment à partir de maintenant. Mais pense à Chloé et Julien. Ils sont jeunes, ils construisent leur avenir, ils ont besoin de soutien. Ils ont 32 et 35 ans respectivement. À cet âge, j'avais déjà élevé un fils, travaillé pendant des années et économisé pour ma vieillesse sans aide de mes parents. Les temps étaient différents à l'époque. Les temps sont différents, c'est vrai. Maintenant, il y a plus d'opportunités, une meilleure éducation, plus d'accès aux prêts bancaires. Il n'y a aucune raison pour laquelle deux adultes éduqués ne puissent pas subvenir à leurs propres besoins. Véronique a changé de stratégie. Marguerite, Chloé est très bouleversée. Elle a pleuré toute la nuit. Elle dit qu'elle t'a toujours vue comme une seconde mère et ne comprend pas pourquoi tu la rejettes soudainement. Une seconde mère qui ne sert qu'à payer les factures, selon ses propres mots. C'était une plaisanterie. Les femmes se plaignent toujours de leur belle-mère. C'est normal. Se plaindre en privé est une chose, Véronique. Humilier quelqu'un devant des invités en est une autre. La conversation a continué pendant encore une demi-heure avec Véronique utilisant toutes les tactiques de manipulation du livre. La culpabilité. Pense à ce que ton fils ressent. La peur. Tu vas finir seul. La honte. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et même des menaces voilées. Chloé a des contacts dans les services sociaux. Finalement, quand elle a réalisé qu'aucune de ces tactiques ne fonctionnait, elle est passée à une approche plus directe. Marguerite, je vais être franche avec toi. Chloé et Julien envisageaient de chercher de l'aide juridique. Il existe des moyens de déclarer une personne mentalement incompétente si elle montre un comportement erratique avec ses finances. Voilà la vraie menace derrière toute la manipulation émotionnelle. Si je ne cédais pas volontairement, ils essaièrent de me retirer le contrôle de mes propres finances par la force. Véronique, ai-je dit en me levant, je suggère que vous consultiez un bon avocat avant d'essayer ça. Je viens juste de sortir d'un rendez-vous avec le mien et il m'a assuré qu'une personne qui protège ses finances contre l'abus familial démontre une compétence mentale, pas le contraire. Son expression a immédiatement changé. Elle a réalisé qu'elle avait montré ses cartes trop tôt. Je ne voulais pas dire, a-t-elle commencé à reculer. Si, vous vouliez dire exactement ça, l'ai-je interrompu. Et maintenant que je sais quelles sont vos vraies intentions, je pense que cette conversation est terminée. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte en silence. Avant qu'elle ne parte, elle a dit: Marguerite, j'espère que tu vas reconsidérer. Une guerre familiale ne profite à personne. Il n'y a pas de guerre, Véronique. Il y a seulement une femme qui a finalement appris à se valoriser. Après son départ, je me suis assise dans mon salon et j'ai réfléchi à ce que je venais d'entendre. Non seulement ils prévoyèrent d'intensifier la manipulation émotionnelle, mais ils envisageaient également des mesures légales pour reprendre le contrôle sur mon argent.
Ce soir-là, j'ai appelé Maître Rousseau et je lui ai parlé de la menace de Véronique. Il m'a rassuré, expliquant que pour déclarer quelqu'un mentalement incompétent, il faut des preuves médicales solides et un long processus juridique. Agir de manière responsable avec ses finances personnelles ne constitue pas une preuve d'incompétence. Cependant, il m'a prévenu. Je vous recommande de tout documenter, enregistrer les conversations si possible, garder des traces de leurs menaces et envisager de faire une évaluation psychologique préventive pour avoir des preuves de votre compétence mentale. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai ressenti un peu de peur. Mais ce n'était pas la peur de faire quelque chose de mal, c'était la peur de voir jusqu'où il serait prêt à aller pour reprendre le contrôle sur mon argent. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de plus fort que la peur, la détermination. La menace de Véronique m'a tenue éveillée cette nuit-là, mais pas de peur. C'était d'une rage froide qui grandissait à chaque heure qui passait. Comment osait-il envisager de me faire déclarer mentalement incompétente pour protéger mon propre argent? C'était la manipulation ultime. Si tu ne peux pas obtenir ce que tu veux par la persuasion, essaie de retirer à la personne son droit légal de décider de sa propre vie. Le lendemain, samedi, j'ai suivi les conseils de Maître Rousseau. D'abord, je suis allée dans une clinique privée où j'ai passé une évaluation psychologique complète. Le médecin, une professionnelle d'une cinquantaine d'années, m'a écoutée pendant que j'expliquais la situation. Madame Beaumont, a-t-elle dit après 2 heures de tests et d'entretien, laissez-moi être parfaitement claire. Vous démontrez une lucidité mentale exceptionnelle. Reconnaître des schémas d'abus, établir des limites saines et protéger vos ressources financières sont des signes d'un esprit complètement compétent. En fait, je dirais que vous agissez plus rationnellement maintenant que lorsque vous permettiez l'abus financier. Elle m'a donné un rapport officiel documentant ma compétence mentale complète, datée et scellée. C'était ma police d'assurance contre toute future contestation légale. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé Sylvie qui travaillait dans son jardin. Elle s'est approchée de la clôture qui séparait nos propriétés avec une expression inquiète. Marguerite, une femme âgée, est venue hier te demander. Elle voulait savoir si tu avais agi bizarrement ces derniers temps. Je lui ai dit que tu semblais plus heureuse et plus détendue que jamais. Je lui ai parlé de la visite de Véronique et de sa menace voilée. Sylvie a écouté avec une indignation croissante. C'est incroyable, s'est-elle exclamée. Essayer de te faire déclarer incompétente pour ne pas vouloir donner ton argent, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Ce qui me dérange le plus, ai-je dit, c'est qu'ils croient vraiment avoir droit à mon argent. Ils ne le voient pas comme mon patrimoine, ils le voient comme leur héritage payé à l'avance. Tu sais ce dont tu as besoin a dit Sylvie avec un sourire malicieux. Tu as besoin de sortir et de profiter de ta liberté. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois, juste parce que tu le voulais? Elle avait raison. J'avais passé tellement d'années à vivre selon les besoins et les exigences des autres que j'avais oublié ce que ça faisait, de faire quelque chose simplement pour le plaisir personnel. Il y a une croisière de 5 jours qui part mercredi prochain, a continué Sylvie. Je devais y aller avec ma sœur, mais elle a dû annuler pour des raisons de santé. Tu aimerais venir avec moi? L'idée m'a immédiatement enthousiasmée. Quand avais-je voyagé pour le plaisir pour la dernière fois? Quand avais-je dormi dans un lit qui n'était pas le mien, mangé dans un restaurant sans calculer le coût, ou simplement me détendre sans l'anxiété constante de la prochaine crise financière de Julien? J'adorerais, ai-je répondu sans hésitation. Cet après-midi-là, nous avons réservé la croisière. Mon gilet 400 € par personne pour 5 jours, tout compris. C'était une fraction de ce que j'avais dépensé pour les dernières vacances de Julien et Chloé. Mais cette fois, ce serait pour mon propre plaisir. Dimanche matin, pendant que je réfléchissais à ce que j'allais emporter pour la croisière, la sonnette a retenti. C'était Julien, seul cette fois. Il avait l'air terrible. De profonds cernes sous les yeux, des vêtements froissés, une expression désespérée. Maman, a-t-il dit d'une voix brisée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Sans Chloé, sans crier. Juste toi et moi. Je l'ai laissé entrer, mais j'ai gardé ma distance émotionnelle. J'avais déjà appris à reconnaître quand j'étais manipulée. Maman, je suis désespérée, a-t-il commencé. L'assurance auto arrive à échéance lundi et je n'ai pas l'argent pour la payer. Si je ne la renouvelle pas, je ne peux pas conduire légalement. Et sans voiture, je ne peux pas aller au travail. Combien coûte l'assurance ai-je demandé. 230 €. Et combien as-tu gagné le mois dernier? 3200 €. Mais, mais quoi, Julien? Mais on a des dépenses. Le loyer, la nourriture, les services publics. Et quoi d'autre dépenses-tu? Il est resté silencieux un moment. Maman, tu ne comprends pas? Vivre coûte cher. Vivre coûte cher quand tu as un train de vie que tu ne peux pas te permettre, ai-je répondu. Dis-moi une chose, mon fils. Combien as-tu dépensé dans les restaurants le mois dernier? Je ne sais pas. Peut-être. Combien dépenses-tu pour les services de streaming, les abonnements de gym, les applications de livraison de nourriture? C'est différent, maman. Ce sont des nécessités de base. Des services de streaming sont des nécessités de base? Dans le monde moderne, oui.
On ne peut pas vivre comme un ermite. Voilà le problème fondamental. Julien croyait sincèrement que les luxes étaient des nécessités, et que les vraies nécessités étaient à la responsabilité de quelqu'un d'autre. Julien, ai-je dit calmement, tu as 35 ans, tu as une éducation universitaire, tu as un travail. Pourquoi ne peux-tu pas payer une assurance auto de 230 €? Parce qu'il ne reste plus d'argent après tout le reste. Alors réduis tout le reste. Ce n'est pas si facile. On ne peut pas juste couper les dépenses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi? Il est devenu visiblement frustré. Parce qu'on a une vie à maintenir. Une vie que tu ne peux pas te permettre. Mais tu as toujours été là pour nous aider. Et voilà la vérité nue. Il ne demandait pas une aide temporaire. Il réclamait ce qu'il considérait comme son droit. Dans son esprit, j'étais une partie permanente de sa structure financière, pas une mère qui fournissait occasionnellement un soutien. Julien, je vais te demander quelque chose et je veux une réponse honnête. As-tu déjà, en ces 10 ans, fait un vrai budget et essayé de vivre uniquement sur ton salaire? Il est resté silencieux. As-tu déjà envisagé de déménager dans un appartement moins cher? Silence. As-tu déjà volontairement réduit des dépenses pour ne pas avoir à me demander de l'argent? Maman, ce sont des questions injustes. Injustes? C'est injuste de demander à un adulte de 35 ans s'il a essayé de vivre selon ses moyens. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle on est. Chloé a des attentes. Ses amis vivaient d'une certaine façon. On ne peut pas avoir l'air pauvre. Et quand as-tu considéré que mes attentes et ma pression financière comptaient? Pour la première fois dans la conversation, Julien est resté complètement silencieux. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il traitait quelque chose qu'il n'avait jamais considéré auparavant. Maman, a-t-il finalement dit d'une voix plus douce, je n'ai jamais pensé, je ne savais pas que tu te sentais sous pression. Vraiment? Tu ne t'es jamais demandé comment je pouvais me permettre ton train de vie pendant que je mangeais des pâtes au du riz? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne m'achetais jamais de nouveaux vêtements, mais que j'avais toujours de l'argent pour tes urgences? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je pensais, je pensais que tu aimais nous aider, je pensais que c'était ta façon de montrer ton amour. Et c'était le cas, Julien. Mais tu as transformé mon amour en obligation, tu as transformé ma générosité en attente, et finalement, tu as transformé mon sacrifice en raison de moquerie. Maman, ce que Chloé a dit était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le verre se remplissait depuis des années. Julien a pleuré silencieusement pendant plusieurs minutes. Quand il a finalement parlé, sa voix sonnait différente, plus mature. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Tu peux commencer par payer ta propre assurance auto. Julien est resté assis dans mon salon pendant presque 1 heure après notre conversation. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je pouvais voir que quelque chose avait changé dans son expression. Pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment réfléchir à son comportement au lieu de simplement chercher des moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Quand il est finalement parti, il a dit: Maman, je vais trouver un moyen de payer l'assurance. Et on va avoir une discussion sérieuse sur nos dépenses. Je ne le croyais pas complètement, mais au moins ça ressemblait à un premier pas vers la maturité. Le lundi matin, pendant que je faisais mes bagages pour ma croisière du mercredi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chloé, mais son ton était complètement différent de celui qu'elle avait utilisé les jours précédents. Marguerite, a-t-elle dit d'une voix calme, je sais que les choses ont été tendues entre nous. Pourrions-nous nous voir pour un café? Sans Julien, sans drame, juste nous deux. J'ai accepté, plus par curiosité que par espoir de réconciliation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du centre commercial. Chloé est arrivée habillée plus simplement que d'habitude, sans les bijoux coûteux et les vêtements de créateur qu'elle portait normalement. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi plus humble. Marguerite, a-t-elle commencé après que nous avons commandé nos cafés. Je veux sincèrement m'excuser pour ce que j'ai dit la semaine dernière. C'était cruel, irrespectueux et complètement inapproprié. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ai-je demandé directement. Honnêtement, l'humiliation au restaurant. Mais pas seulement ça. Ces derniers jours, j'ai dû faire face à la réalité de nos finances sans ton soutien. Et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Quoi donc? Qu'on n'a aucune idée de comment vivre selon nos moyens. On vit depuis des années comme si on était riche parce que tu finançais la différence entre nos revenus et nos dépenses. C'était la première fois que j'entendais Chloé faire une réflexion honnête sur leur situation financière. Hier, a-t-elle continué, Julien et moi, on s'est assis et on a fait un vrai budget, juste avec nos salaires, sans aide extérieure. Tu sais ce qu'on a découvert? Dis-moi. Qu'on dépense presque le double de ce qu'on gagne. Le double, Marguerite. Pas juste un peu plus, mais le double. Et toi, tu couvrais toujours la différence. Et qu'allez-vous faire maintenant? On va devoir faire des changements drastiques. L'appartement où on vit coûte 1 100 € par mois. Avec nos salaires combinés, on devrait payer 750 € maximum. On va devoir déménager. Et Julien est d'accord avec ça. Il a résisté au début.
Mais quand il a vu les chiffres sur papier, il n'avait pas le choix. On va aussi devoir annuler des abonnements, des services et complètement changer notre façon de socialiser. Chloé a fait une pause pour prendre une gorgée de son café. Marguerite, je veux te demander quelque chose et s'il te plaît, sois honnête avec moi. Quand as-tu commencé à ressentir du ressentiment envers notre dépendance financière? La question m'a surprise par sa franchise. Je pense que le ressentiment a grandi progressivement, mais il s'est cristallisé quand j'ai réalisé que non seulement vous attendiez mon aide, mais vous la teniez pour acquise. Quand était-ce? Quand vous avez cessé de me demander de l'argent et que vous avez juste commencé à l'utiliser. Quand les cartes supplémentaires sont devenues une chose normale. Quand mes économies sont devenues votre fonds d'urgence automatique. Chloé a hoché la tête avec un air de honte. Tu as raison. À un moment donné, on a arrêté de te voir comme une personne qui nous aidait et on a commencé à te voir comme une ressource. Exactement. Y a-t-il un moyen pour qu'on puisse reconstruire notre relation m'a demandé Chloé. Je vais être complètement honnête avec toi. La relation qu'on avait avant est morte. Cette relation était basée sur une dynamique insoutenable où je donnais et vous preniez. Si on veut construire quelque chose de nouveau, ça doit être sur des fondations complètement différentes. Quel genre de fondation? Le respect mutuel, l'indépendance financière de votre part, et une relation où ma valeur n'est pas déterminée par mon utilité économique. Est-ce que ça veut dire que tu ne nous aideras plus jamais? Ça veut dire que si vous avez un jour besoin d'une vraie aide dans une urgence authentique, après avoir prouvé que vous pouvez vivre de façon responsable par vous-même, on pourrait en discuter. Mais ce serait de l'aide, pas un subside permanent. Combien de temps devrait-on prouver notre indépendance? Ce n'est pas un test avec une date limite, Chloé, c'est un changement de vie. Si vous pouvez maintenir un budget équilibré, vivre selon vos moyens et construire vos propres économies d'urgence, alors vous aurez démontré une vraie maturité financière. Et nos vacances, nos sorties dans des restaurants chers, ce sont des choses que vous devrez gagner avec votre propre travail, comme la plupart des gens le font. Chloé avait l'air vraiment dépassée. Marguerite, je ne suis pas sûre qu'on sache comment vivre comme ça. Alors il est temps que vous appreniez. Vous avez une éducation, des emplois et des capacités. La seule chose qui vous a manqué, c'est la motivation d'être indépendant. Et si on échoue, alors vous échouerez en tant qu'adulte responsable, en apprenant de vos erreurs. Mais au moins, vous échouerez en tant que maître de vos propres décisions, pas en dépendant de quelqu'un d'autre pour résoudre vos problèmes. Nous avons terminé nos cafés dans un silence pensif. En nous levant pour partir, Chloé m'a dit: Marguerite, je sais que ça ne répare pas tout, mais je veux que tu saches que j'ai appris quelque chose d'important cette semaine. Quoi donc? Qu'être adulte ne consiste pas seulement à avoir l'âge adulte, c'est assumer la responsabilité d'adulte. Et on a joué aux adultes pendant que tu portais les vraies responsabilités. C'était la réflexion la plus mature que je lui avais jamais entendu faire. Ce soir-là, pendant que je finissais mes bagages pour ma croisière, je me sentais étrangement en paix. Je n'avais pas perdu une famille. J'avais quitté une dynamique toxique qui nous faisait du mal à tous. Si Julien et Chloé voulaient vraiment changer, ils devraient que le prouver par des actions, pas par des mots. Le mardi, j'ai reçu un message texte de Julien. Maman, j'ai obtenu un prêt personnel pour payer l'assurance auto. J'ai aussi trouvé un appartement moins cher. On déménage le mois prochain. Je voulais que tu le saches. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un petit pas vers l'indépendance dont ils avaient si désespérément besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sachant que le lendemain, je commencerai ma première vraie aventure personnelle depuis des décennies. La croisière a été une révélation. 5 jours à me réveiller quand je voulais, à manger ce qui me faisait envie, à faire des activités juste parce qu'elles me procuraient du plaisir. Sylvie s'est avérée être la compagne de voyage parfaite, indépendante, amusante et complètement libre de tout drame familial. Sur le bateau, j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui avaient vécu des expériences similaires. Pendant un dîner, une femme nommée Eliane m'a raconté comment ses 3 enfants adultes avaient drainé son fonds de retraite avant qu'elle ne dise finalement stop. Une autre femme, Isabelle, avait découvert que son fils utilisait sa carte de crédit pour jouer en ligne. Ce qui m'a le plus surprise, a dit Isabelle pendant que nous regardions le coucher de soleil depuis le pont, c'était de réaliser que je n'étais pas la seule. Je pensais que c'était un problème unique à ma famille, mais il s'avère qu'il y a toute une génération de parents qui ne savent pas dire non à nos enfants adultes. Quand je suis rentrée chez moi le dimanche, je me sentais renouvelée. 5 jours sans un seul appel demandant de l'argent, sans anxiété financière, sans le fardeau constant de résoudre les problèmes d'autres personnes. C'était comme se souvenir de qui j'étais avant de devenir la banque familiale. Il y avait plusieurs messages sur mon répondeur, mais à ma surprise, aucun n'était une demande désespérée d'argent. Julien avait appelé 2 fois, simplement pour voir si j'étais bien rentrée du voyage. Chloé avait laissé un court message. J'espère que tu as profité de ta croisière. On aimerait entendre parler de ton expérience quand tu auras le temps. Le lundi matin, Sylvie est venue prendre un café.
avec des viennoiseries pour entendre tous les détails du voyage. Pendant qu'on bavardait sur ma terrasse, j'ai vu la voiture de Julien se garer dans mon allée. Mais cette fois, au lieu de sortir immédiatement et de se diriger vers ma porte, il était resté assis dans la voiture pendant plusieurs minutes. Quand il a finalement sonné à la porte, son expression était différente. Il avait l'air nerveux, mais aussi plus mature d'une certaine façon. Maman, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, je sais que tu viens juste de rentrer de ton voyage, mais est-ce qu'on pourrait parler un moment? Je l'ai invitée à entrer. Sylvie s'est discrètement excusée et est retournée chez elle. Maman, je voulais te dire ce qu'on a fait cette semaine, a commencé Julien. Chloé et moi, on a déménagé dans un appartement plus petit. On paie 80 € de moins de loyer par mois. Comment vous sentez-vous par rapport au changement? Honnêtement, c'était dur au début. L'appartement est plus petit, c'est dans un quartier moins chic. Mais après quelques jours, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi donc? Que je peux dormir paisiblement en sachant qu'on paie tout avec notre propre argent. Je n'ai pas cette anxiété constante de ne pas savoir comment on va couvrir les dépenses du mois prochain. C'était la première fois que j'entendais Julien parler d'anxiété financière de son point de vue. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait aussi être stressé par l'insoutenabilité de son train de vie. On a aussi annulé les abonnements coûteux de gym et on s'est inscrit dans un basique qui coûte un cinquième du prix, a-t-il continué. Et Chloé a trouvé un travail à temps partiel le week-end pour générer un revenu supplémentaire. Chloé travaille plus? Oui, et c'était son idée. Elle dit qu'elle veut contribuer plus activement à nos finances au lieu de juste gérer l'argent qui vient d'ailleurs. J'étais surprise d'entendre que Chloé avait pris cette initiative. Maman, je voulais aussi m'excuser formellement. Pas juste pour ce qui s'est passé il y a 2 semaines, mais pour toutes ces années. Je n'ai jamais réalisé que je te traitais comme un distributeur automatique au lieu de ta mère. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Quand on a dû faire notre premier vrai budget, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de combien ça coûtait vraiment de vivre. Toute ma vie d'adulte, j'ai vécu au-dessus de mes moyens parce que tu couvrais la différence. Julien a fait une pause et m'a regardé directement dans les yeux. Maman, je veux que tu saches que ces derniers jours ont été les premiers en années où je me sens vraiment comme un adulte. Prendre mes propres décisions, résoudre mes propres problèmes, être responsable de mes propres conséquences. Et comment est-ce que ça fait? Terrifiant. Mais aussi libérateur, je ne savais pas combien de poids je portais jusqu'à ce que je m'en débarrasse. Du poids. Le poids de savoir, au fond de moi, que je n'étais pas vraiment indépendant. Le poids de savoir que je vivais un mensonge financier. Le poids de savoir que mon train de vie dépendait de l'exploitation de la générosité de ma mère. Ces mots m'ont touché profondément. Pendant des années, j'avais pensé que j'étais la seule à souffrir dans cette dynamique. Mais il s'avère que Julien portait aussi de la culpabilité et de l'anxiété. Maman, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Dis-moi, penses-tu qu'on pourra un jour avoir une relation normale? Une relation où je suis ton fils qui te rend visite parce qu'il t'aime, pas parce qu'il a besoin de quelque chose? La question m'a émue parce qu'elle impliquait qu'il comprenait la différence. Julien, cette relation peut commencer aujourd'hui si tu le veux. J'ai toujours voulu avoir un fils qui me rend visite parce qu'il tient à moi, pas parce que je suis utile. Alors, est-ce que tu aimerais que Chloé et moi, on vienne déjeuner dimanche? On apportera la nourriture, on cuisinera et on passera juste du temps ensemble. J'adorerais ça. Après le départ de Julien, je me suis assise dans mon salon en réfléchissant à tout ce qui avait changé en 2 semaines. J'avais perdu mon rôle de sauveuse financière de ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, mon respect de moi-même et la possibilité d'une relation authentique avec mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Rousseau pour lui demander de modifier mon testament à nouveau. Après la conversation avec Julien, je voulais envisager une approche différente. Au lieu de le punir de façon permanente, j'ai décidé de créer un testament qui récompensait la maturité démontrée au fil du temps. Madame Beaumont, a dit l'avocat, vous pensez à un testament à palier basé sur le comportement. Exactement. Si Julien démontre une vraie indépendance financière pendant 2 années consécutives, il pourrait recevoir une portion plus importante. S'il continue ce schéma pendant 5 ans, une autre portion plus importante. Mais s'il retombe dans ses vieilles habitudes, on revient au plan original. C'est une structure intelligente. Ça incite à la croissance personnelle à long terme. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, je planifiais mon avenir basé sur l'espoir plutôt que sur la peur. L'espoir que mon fils avait vraiment appris et grandi. L'espoir que notre relation pouvait guérir. L'espoir que mes dernières années seraient vécues avec dignité et respect. Je suis sortie sur ma terrasse et j'ai regardé les étoiles. Au loin, j'entendais le son de la fontaine que j'avais installée dans mon jardin l'année dernière. Un petit luxe que je m'étais permis seulement après des années à douter si je méritais de dépenser cet argent pour moi-même. Maintenant, je connaissais la réponse. J'avais toujours mérité de me traiter avec la même générosité que j'avais montrée aux autres. Il m'avait fallu 68 ans pour apprendre cette leçon, mais je l'avais finalement apprise. Et je ne l'oublierai plus jamais.
Les semaines suivantes ont apporté des changements subtils mais significatifs. Julien et Chloé sont venus déjeuner le dimanche, comme promis. Ils ont apporté les ingrédients, ont cuisiné ensemble dans ma cuisine, et nous avons passé l'après-midi à parler de tout sauf d'argent. C'était la première fois depuis des années que je profitais de leur compagnie sans cette tension sous-jacente, sans me demander quand la demande d'argent allait venir. Un mois plus tard, Julien m'a appelé juste pour me demander conseil sur la négociation d'une augmentation au travail. Pas pour de l'argent, pas pour résoudre un problème, juste pour parler. 2 mois après, Chloé m'a invité à déjeuner et elle a insisté pour payer. L'addition n'était que de 28 €, mais le geste signifiait tout. C'était la première fois en 10 ans qu'elle payait pour quelque chose qui me concernait. Petit à petit, je les voyais grandir. Leur appartement était plus modeste, leurs sorties moins fréquentes, leurs vêtements moins chers. Mais ils avaient l'air plus heureux, moins stressés, plus authentiques. Un jour, 3 mois après notre confrontation initiale, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Julien, écrite à la main. Chère maman, je t'écris cette lettre parce qu'il y a des choses que je dois dire, et je veux prendre le temps de bien les dire. Ces 3 derniers mois ont été les plus difficiles et les plus importants de ma vie. Chloé et moi avons dû faire face à des vérités que nous avons évitées pendant des années. Nous avons dû apprendre à vivre comme des adultes véritables, pas comme des enfants dans des corps d'adultes. Mais plus important encore, j'ai dû faire face à la façon dont je t'ai traité. Maman, je suis profondément désolée. Désolée pour chaque fois où je t'ai fait sentir que ta seule valeur était ton argent. Désolée pour chaque vacances où je ne t'ai pas invitée. Désolée pour chaque fois où j'ai pris ta générosité pour acquise. Désolée pour avoir ri quand Chloé t'a humiliée. Je ne peux pas reprendre ces années. Mais je peux te promettre ceci. Je serai le fils que tu mérites. Pas parfait, mais présent. Pas toujours sage, mais toujours respectueux. Pas riche financièrement, mais riche en gratitude pour tout ce que tu as sacrifié. Merci de m'avoir aimé assez pour dire non. Merci de m'avoir respecté assez pour me forcer à grandir. Merci d'être ma mère, pas ma banque. Avec tout mon amour, Julien. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement et d'espoir. Mon fils avait vraiment changé et notre relation pouvait guérir. 6 mois après le début de cette histoire, je me suis assise avec Maître Rousseau pour finaliser mon Nouveau Testament. Nous avions créé une structure qui récompensait la responsabilité tout en protégeant mon patrimoine. Vous savez, Madame Beaumont, a dit l'avocat en signant les documents, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de parents aux prises avec ce genre de situation. Mais peu ont le courage de faire ce que vous avez fait. Quel courage ai-je demandé. J'ai juste arrêté de donner de l'argent. Non, a-t-il dit. Vous avez eu le courage de valoriser votre dignité au-dessus de votre peur d'être seul. Vous avez eu le courage de croire que l'amour véritable peut survivre aux limites saines. Et vous avez eu le courage de donner à votre fils le plus grand cadeau qu'un parent puisse donner, l'opportunité de devenir un vrai adulte. Ce soir-là, j'ai dîné avec Sylvie dans notre restaurant préféré. Nous avons partagé une bouteille de vin et ri de nos aventures de croisière. Tu sais ce que j'ai remarqué, a dit Sylvie. Tu souris plus maintenant. Avant, tu avais toujours l'air inquiète, stressée. Maintenant, tu rayonnes. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Libre de vivre ma vie selon mes propres termes, libre de profiter de mes économies sans culpabilité, libre de dire non sans crainte, libre d'aimer ma famille sans être exploitée. 1 an après cette fatidique journée où j'ai annulé les cartes, Julien et Chloé m'ont invité à dîner dans leur nouvel appartement. C'était modeste mais confortable, décoré avec goût, avec des meubles abordables et des touches personnelles. Pendant le repas, Julien a annoncé qu'ils avaient atteint un jalon important. Ils avaient économisé 3 000 € dans leur propre fonds d'urgence. Ce n'est pas beaucoup, a-t-il dit, mais c'est à nous, gagner avec notre travail, économiser avec notre discipline. C'est énorme, ai-je répondu. C'est la preuve que vous avez vraiment changé. Après le dîner, pendant qu'on prenait le café, Chloé a dit quelque chose qui m'a touchée profondément. Marguerite, je veux te remercier pour quelque chose. Pourquoi? Pour ne pas nous avoir facilité les choses, pour nous avoir forcés à grandir. Si tu avais continué à nous donner de l'argent, on serait encore ces personnes pathétiques qui jouaient aux adultes. Maintenant, on est de vrais adultes, et c'est grâce à toi. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en un an. J'avais commencé cette histoire en me sentant utilisée, épuisée et sans valeur. J'avais pensé que dire non signifierait perdre ma famille. Mais j'avais découvert quelque chose de merveilleux en m'aimant assez pour établir des limites. J'avais créé l'espace pour un amour véritable et authentique. En refusant d'être leur banque, je suis devenue leur mère à nouveau. J'ai regardé le ciel étoilé depuis ma terrasse, écoutant la fontaine murmurer dans mon jardin. Demain, Sylvie et moi partions pour une autre croisière, cette fois pour une semaine complète. Julien et Chloé allaient s'occuper de ma maison pendant mon absence. Pas parce qu'ils devaient, mais parce qu'ils voulaient. Ma vie à 69 ans était tout ce que j'avais espéré qu'elle serait. Paisible, digne, respectée et remplie d'amour authentique au lieu d'obligations transactionnelles.
Si vous avez apprécié mon histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de cette personne? J'adorerais vraiment entendre vos pensées. Alors, laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez. Oh, et dites-moi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros câlin et à bientôt.